Hello tout le monde. Il y a les régiments de renom qui ont popé il y a pas longtemps. Et j'aimerais un peu qu'on discute un peu autour du lore des régiments. Ce qui est intéressant avec les régiments de renom qui sont sortis, c'est qu'ils sont multi-grande allégeance. C'est-à-dire que vous allez avoir de la mort qui va potentiellement se battre avec de l'ordre, du chaos, enfin tout est. Ça mélange un peu. C'est cohérent, enfin pas tous, justement on va voir. La plupart de ces régiments sont cohérents. Parce que pour plein de raisons, par rapport avec le fait que les royaumes sont très très vastes et peuvent autoriser narrativement certaines choses, certaines conditions aussi, certaines situations peuvent justifier ces régiments. Il y a aussi le fait par exemple que certaines factions, même si elles sont de la mort, elles ont quand même un code, on va le voir avec les Ossiarques. Il y a aussi le fait que même si les factions sont de l'ordre, ça ne veut pas pour autant dire que c'est des gentils, au contraire. On n'a qu'à voir les loges des Greyfyrs pour les farceurs ou les membres du port de Barak Mornar. Donc c'est ambigu quoi. Donc on va voir ça. J'ai hâte de voir ton avis sur le rapprochement thématique entre les Idonès et la mort. Oui, je l'ai vu celui-là. On va en parler justement. Bah tiens, je vais vous mettre là le chat. Donc, nous commençons avec les extracteurs de la dîme. On va lire un peu tout, les textes éventuellement, ce qui peut être intéressant. Donc, contrairement aux autres morts-vivants, les collecteurs sont enclins au compromis. Du moment que la dîme est payée, même si les forces du chaos sont capricieuses, un général rusé ou désespéré peut les diriger contre un ennemi mutuel. Après tout, les Ossiarques récolteront volontiers les cadavres des deux camps. Donc, ils peuvent être inclus dans les cités de Sigmar, les filles de Kain, les cours de Manchère, les Pyrotueurs, les villes du Fiel Obscur, les Magna-Caradron, les Cruel Boys, les Ogors, les Skaven, les fils de Behemoth et les seigneurs Ruinham. En vrai, pour la plupart, c'est cohérent. De par comment les Ossiarques fonctionnent, ils établissent des contrats avec différentes cités en échange d'un certain nombre d'ossements qui va être proportionnel à la population avec qui ils font un deal, un accord, et ils vont s'y tenir. C'est-à-dire que si ils vous demandent de leur apporter telle proportion d'os et que vous êtes fidèle à votre parole, eux, ils vont être fidèles à la leur. Ils vont pas vous attaquer et même dans certains cas, ils vont vous défendre si vous êtes attaqué. D'où l'existence justement des extracteurs de la dîme. Eux, par exemple, ils pourraient être mobilisés si une cité avec laquelle ils ont eu un accord est attaquée. Donc, vraiment, les Ossiarques, ils ont une parole. C'est limite des robots à cet aspect. Il n'y a pas de voilà. Par contre, si vous dérogez à l'accord, vous êtes foutu. Ça, c'est par contre. Après aussi, des fois, ils trichent un peu, où ils peuvent faire exprès que les accords ne puissent pas être tenus. Ils demandent par exemple des proportions d'os bien trop élevées pour une population, parce qu'ils ont prévu justement de la récolter. Mais si par miracle la population arrive quand même à respecter leur deal, ils respectent le leur quand même. Ils sont réglo. Ils trichent des fois, mais ils sont réglo. Alors, l'idée c'est ça. On peut les comparer à... ils protègent en fait leur champ, ils protègent leur récolte, ils protègent leurs troupeaux quoi. C'est des investissements, une ville pour eux avec qui ils ont fait un deal, c'est une mine pour les nains quoi. Ils laissent les os pousser, ils doivent sûrement leur envoyer des vaches pour le calcium, comme ça leurs os sont de bonne qualité et voilà, ils protègent leur investissement en somme. Donc, ouais, cité de Sigmar ça me paraît logique. Il y a des cités en Shaiish qui sont tellement éloignées des cités principales qui font ce qu'ils peuvent pour survivre. Les filles de Kain, les filles de Kain sont assez sneaky. Ça m'étonnerait pas qu'elles fassent un compromis, qu'elles tentent un accord avec des Ossiarques dans certains cas, si c'est peut-être pour les backstab par la suite. Les cours de Manchère, eux c'est compliqué avec beaucoup de monde les cours de Manchère, mais
Mais en vrai, si les Ossiarques arrivent à rentrer dans le délire des cours de manchère, arrivent à ne pas trop se friter avec leur perception de la réalité, ça peut se faire. Ça peut se faire. Les pyrotueurs. Alors les pyrotueurs, eux, pareil, c'est vraiment la faction qui peut aussi, un peu comme les Ossiarques, bosser avec n'importe qui, même avec le chaos. Les greffiers, typiquement, ils ont bossé avec des hantes-nuits, donc avec des morts-vivants. Donc ouais, il n'y a pas de souci. J'ai même envie de dire, les pyrotueurs et les Ossiarques sont complémentaires. Les pyrotueurs peuvent leur apporter les os de leur ennemi vaincu, et les Ossiarques peuvent leur apporter de l'or dont ils ont juste pas besoin. Donc ils peuvent se compléter, quoi. Les Staliarques, l'ordre par exemple. C'est les cavaliers? Oui, il me semble. Oui, je crois que t'as raison, c'est ceux qui font des deals un peu tordus. En fait, c'est comme les chiens, tu leur envoies un os et ils te laissent tranquille. Oui, c'est un peu ça, oui, on peut dire ça comme ça. Les villes du Fiel Obscur, ça c'est une alliance, j'ai un peu plus de mal à me la représenter. C'est possible. Somme toute, c'est possible. Les maniaques Caradron, ça par contre ça m'étonne pas tellement, parce que justement dans le code Caradron, il y a eu des amendements pour interdire le commerce avec les morts-vivants, avec les Ossiarques surtout, mais certains comme Barak Mornar aiment bien serpenter dans le code. Par exemple, dans le code, il est stipulé qu'ils n'ont pas droit de commercer avec des êtres qui ne respirent pas, donc dont les morts-vivants. Mais bon, il suffit qu'ils fassent un petit coup de soufflette sur l'Ossiarque et hop, c'est bon, ils ont contourné les règles. Techniquement, ils ont respiré. Je sais pas. Ils sont capables de trouver une faille. Les Cruel Boys. Les Cruel Boys, ils sont sneaky. Ils font des deals avec les nains du chaos, on le sait. Eux, limite, j'ai plus tendance à croire qu'ils pourraient faire des deals avec les Ossiarques que les villes de Fiel Obscur. Les ogres, j'ai un peu de mal. Typiquement, les ogres, ils bouffent tout, même les os. Et justement, quand les Ossiarques sont arrivés, ils étaient un peu en opposition avec les ogres parce qu'ils se sont un peu rebellés contre la Dimdos. Donc, c'est possible. Parce qu'après tout aussi, les ogres peuvent être des mercenaires bien souvent. Donc, pourquoi pas. Les Skaven, j'ai du mal à m'en présenter par contre, les Skaven. Je ne vois pas comment, en plus avec à quel point Nagash les déteste, comment est-ce les Ossiarques le justifieraient, ce type d'alliance. Là, j'ai un peu de mal. Les fils de Behemoth, en vrai, les fils de Behemoth, ils ont commencé à pas mal, justement, commencer à faire du mercenariat, qui voient ça comme un grand secret. C'est des génies, ils ont découvert comment gagner de la bouffe super facilement, en faisant des boulots pour les insectes qui sont autour d'eux. Donc c'est complètement possible. Surtout que, bon, les ossements de Mégagargant sont tellement immenses qu'il leur suffirait de leur donner juste une phalange d'un des leurs pour payer les services d'un régiment Ossiarque, quoi. Fils de Behemoth et les seigneurs Ruinham aussi. En vrai, tout ce qui est mort, de toute façon, ça me choque pas qu'ils fassent des deals entre eux, quoi. On peut imaginer que certains ogres préfèrent la chair que les os et sont donc d'accord avec ce genre d'alliance. Aussi, oui, c'est vrai. En somme toute, si ils peuvent manger un peu de tout et n'importe quoi, mais ils vont prioriser la viande. Effectivement, s'ils ont de la viande à profusion, ils vont pas se fatiguer avec des os. Ils peuvent bouffer du sable, ils peuvent bouffer des pierres. Mais bon, ils peuvent survivre avec ça, mais de la bonne barbaque, c'est toujours mieux, quoi. On vous laisse la viande et on nous garde des os. Ouais, ça peut marcher. Il n'y a pas les Night Taunt, car pas des masses d'os. Ouais, c'est vrai. Après, les Night Taunt pourraient offrir leur sépulture. Mais on l'a vu par exemple dans Broken Realm, Be'lakor, il a failli par exemple vaincre Olinder en détruisant son corps. Donc il y a moyen que le Night Taunt ait quand même un intérêt à garder leur corps. C'est un peu leur encre physique dans la réalité.
Donc voilà. Les amalgames de guerre au cirque peuvent fabriquer de nouveaux soldats à une cadence effrayante. Et l'os ne manque pas. Ah oui, d'ailleurs, lui là. Pire boulot du monde, hein. Le ramasseur de la moissonneuse de Cossizar. C'est le pire boulot du monde. Et dites-vous qu'il est conscient, hein. C'est un Ossiarque. Il est conscient au même titre que lui, C'est terrible. C'est comme les Ossiarques qui sont transformés en créatures un peu animales. Pareil, c'est des punitions en fait de leur légion. Ils ont failli à une tâche et du coup ils sont humiliés en prenant la forme d'un chien, d'une harpie, de différentes formes quoi. Et ça m'étonnerait pas que ce soit une punition aussi quoi. Mais ouais. Rien ne doit empêcher la collecte de la dîme. Une partie de la dîme est toujours une portion de l'âme des alliés. Aussi, c'est vrai qu'ils prennent les âmes de leurs alliés. Ils ont un intérêt aussi à prendre des âmes, parce que leur pierre d'âme, en fait, c'est des golems d'os, les Ossiarques. C'est une pierre d'âme dans un corps qui a été façonné avec des os. Ce qui me fait penser qu'il pourrait avoir plein d'autres corps différents que des os. Ils ont l'air d'être fixés sur les os. Et donc les gemmes d'âme qu'ils ont, c'est des amalgames de plusieurs âmes. C'est des trucs fragmentés de plusieurs fragments. Le camion poubelle. Oui, c'est ça. C'est ça. En gros, pour l'éviter le fait obscur, ce sont des grottes. Donc on peut imaginer qu'un boss grotte assez intelligent se dit que ce sera plus avantageux en échange des os avec les Ossiarques. Oui, on peut tout... Franchement, c'est pas le plus incohérent du reste. Franchement, c'est possible. Un boss grotte qui a remarqué que des cités livrent des os aux Ossiarques et qui font des deals, il pourrait être assez intelligent pour tenter de négocier avec eux. Franchement, c'est pas le plus incohérent. Juste un peu moins cohérent que d'autres, quoi. Alors, du coup, le prochain. Alors, eux, j'ai beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur eux. Les Furteurs en exil. Alors, après que son contrat d'Andriniri a été révoqué suite à une série d'accusations de partage de ressources proscrits, Gron Imorson a pris les choses en main en soudoyant quelques stratogardes et en subtilisant une canonnière, puis en échappant aux autorités stratoportuaires avant d'être repéré. Il suit les armées qui peuvent lui offrir la voie vers les trésors, puis plonge pour s'emparer du butin quand le front est dégagé. D'accord. Ah oui, aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que on va faire un peu des approuves. Celle-là, je l'approuve. En tant que... loristiquement parlant, j'approuve. Je vais mettre mon cachet. Voilà, j'approuve. Extracteur de l'ADN, j'approuve. D'accord. Ensuite, du coup, on est sur les Furteurs en exil. Alors, eux, du coup, c'est des Caradrons qui ont littéralement tourné le dos au code. Eux, c'est complètement déjà des parias. Donc à partir de là, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, clairement. Par contre, certaines... Alors, bête du chaos, là, il va falloir qu'on m'explique. Il y a quasiment tout est ok pour le reste. Bête du chaos, je comprends pas. Bon, approved. Ouais, c'est le approved. Et le truc, il snipe. Salut Roris, comment ça va? Ok, bête du chaos, j'ai un souci. J'arrive pas à me le représenter. À la limite, peut-être des Tsangor. Les chamans de Tsangor qui sont intelligents, qui peuvent faire des sorts pour changer leur apparence. Ils peuvent essayer de les embourber, tu vois, de les tromper, quoi. Et ça pourrait les mener à bosser pour des bêtes du chaos. Mais à part ça, je vois pas trop, quoi. Les Fracassos, pareil. J'ai du mal à me représenter. Surtout que les Fracassos, ils sont sévèrement beaucoup moins loquaces que les mages fer, quoi. Les cités de Sigmar, oui, somme toute, ça me choque pas du tout. C'est même le plus cohérent de tous, en fait. Les Fitcane aussi, à la limite, si elles ont besoin de transport ou quelque chose comme ça. Hiroture aussi, ça me choque pas non plus. Ville du Fiel Obscur. Alors, le truc, c'est qu'il y a ce qui s'appelle les Grotback Scuttlers. Là, c'est eux. Il y a eu plein de conversions.
Et c'est des grottes qui ont justement volé des vaisseaux et qui ont volé en fait la technologie un peu carrément. Donc limite, ce régiment serait oufissime pour une conversion. Où vous voulez jouer justement avec vos villes de fil obscur et vous en faites des grottes Bat Scuttlers pour votre armée. C'est franchement, et c'est pas la seule conversion. On va voir après. Il y a énormément de conversions possibles, je trouve, pour ce régiment spécifiquement. C'est assez ouf. Et limite, ça pourrait être un peu la même chose pour en fait, tous ceux qui sont trop incohérents. À la limite, ce sont par exemple des fracassos qui ont volé leur technologie et qui font n'importe quoi avec les ballons. Ça pourrait être marrant aussi, quoi. La harde des marges sombres, ça pourrait marcher. Ça dépend des hardes, d'après moi. Oui, moi aussi, je pense que ça dépend vraiment beaucoup de la situation pour les bas du chaos. Donc ouais, les villes du ciel obscur, pour moi, c'est cohérent. Parce qu'en plus, ils ont pris possession d'un stratoport, justement. Ils se sont fait reprendre depuis, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient gardé des technologies en rapport. Ça pourrait être cohérent, quoi. Ah, merci, Sagramor, pour le follow. Les mâches fer, pareil, j'ai du mal. À la limite, s'ils volent l'équipement, un peu comme ce qu'ont fait les Grot Bat Cutters, à la limite, j'ai du mal à les voir bosser ensemble, quoi. J'ai du mal. Les Cruel Boys, pareil. Je sais bien que c'est des criminels et qui ont tourné un peu le dos au code, etc. Mais de là à s'allier avec des Cruel Boys, j'ai du mal. Encore une fois, dans le cas où ils volent ces technologies et qu'ils font mumuse avec, comme les grottes bagues, pourquoi pas. Les suzerains luminettes, à la limite. Pareil, s'ils ont besoin de transport, il y a beaucoup d'avantages que peuvent octroyer un équipage volant, quoi. Les ogres, pareil, ça va encore. Les ogres, c'est vraiment une des factions de destruction qui arrive le plus à interagir avec les factions de l'ordre. Les collecteurs ossiarques, pareil. Ça reste cohérent. S'ils font un deal, si ça peut se faire. Les séraphons, pourquoi pas. Les séraphons, pourquoi pas. Esclaves des ténèbres, ouais. J'ai un peu de mal. Fils de Bémat. Ouais, les trois derniers, j'ai un peu de mal aussi. Moi, voilà. Mais encore ceux avec lesquels j'ai du mal, comme j'ai dit, il y a moyen de faire des conversions sympas. Limite, ça aurait été marrant qu'il y ait les Skaven. Pouvoir jouer ce régiment dans les Skaven et faire une reconversion, ça aurait été assez ouf. Parce que justement, dans le nouveau lore de la V4, on a appris que les Skaven ont commencé à faire des dirigeables, des machines volantes. Et qu'ils ont commencé à attaquer directement les Caradrons dans les airs, voire même des Stratopores. Donc en vrai, limite, à la place des bêtes du chaos, j'aurais bien aimé voir les Skaven. Parce qu'il aurait pu faire une conversion super de technologie Skaven par-dessus ça. Ça aurait été assez ouf. Je sais pas vous, mais... Si on veut jouer des Caradrons du chaos, oui, pourquoi pas. Hein. Aucune des factions de l'ordre, à part les Séraphons et les Éternels, n'est immunisée à la corruption, quoi. Mais voilà. Donc ouais, en vrai, celle-là, je l'approuve aussi. Allez, il y a pas mal quand même de factions avec lesquelles j'ai du mal, mais le reste, j'approuve quand même. Ne serait-ce que pour le potentiel de conversion. Dans ce band, Simessil, on apprend aussi que les Grot Bat Cutters ont mangé de l'Aeteror, ont fait manger de l'Aeteror à des squigs pour créer des mutations. Oui, on les voit un peu ça. Ça c'est... Attendez. On le voit un peu là. Ah, ils sont marrants. En vrai, il y a une sacrée conversion quand même qui ont été faites là-dessus. Les Idones le sont plus ou moins car ils en sont traumatisés. Chaotique un peu. Oui, c'est vrai qu'ils ont ils sont en partie affectés par Slaanesh, d'une certaine façon. Et toutes les âmes des elfes d'ailleurs, en un sens, des Luminettes et des Fithian aussi. On a toujours eu une vision, une attitude cavalière vis-à-vis de la propriété.
Ce qui est à toi est à moi. Quand le moment est venu, Gron et son équipage frappent fort et vite. Restant en altitude, les furteurs scrutent le sol pour trouver le meilleur endroit où attaquer un piquet et récupérer leurs honoraires. Voilà. Ok. Bon, celui-là, ça va. Alors, celui-là, il est pas mal. Écuyer de l'élu éternel. Udgar Arrowand était jadis un Varangard, un des exécuteurs de l'élu éternel, jusqu'à ce qu'il s'en prenne à un nid de manche-chair, où il fut transformé en un monstrueux Vargulf. Sa loyauté envers son ancien maître refait parfois surface, et elle est si forte qu'elle contamine les chevaliers ghouls qui le servent encore. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, parce qu'on avait vu que la malédiction des manchères pouvait dissiper un peu des trucs chaotiques dans les croisades Éophore, où il y avait des gens affectés par la tremblose qui étaient guéris en étant affectés par la folie des manchères. Et là, on a carrément un Varangard. Un Varangard, parce que c'est, je le redis, mais les Varangards, c'est vraiment la garde d'élite d'Archaon. C'est des... Chacun d'entre eux, c'est des seigneurs du chaos. Absolument chacun d'entre eux. Voire même plus forts et avec plus d'influence parce qu'ils sont directement sous Archaon. Donc ouais, c'est pas rien quand même. Donc le fait que, en plus, la malédiction de manchère puisse affecter un Varangard, c'est vénère. Donc il peut jouer avec à peu près tout ce qui est chaos par les Skaven. Et en vrai, je trouve ça assez stylé. Que du coup, tout le monde se prend pour des chevaliers d'Archaon. C'est sympa. Immunisé au chaos. Les Idnas immunisés au chaos, je crois pas tellement, je suis pas sûr. Je pense pas qu'ils soient immunisés. Au contraire, à la limite, ils sont peut-être plus vulnérables parce que leurs âmes, on les surnomme un peu les demi-âmes. À voir. Perdre ses données, reprendre ses volets. Proverbe de Barak Mornar. Ouais, ça c'est... Barak Mornar, c'est des pirates, littéralement. Donc, ouais, ceux-là, ils sont vraiment sympas, quoi. Les écuyers de l'île éternelle croient qu'Archaon en personne leur a confié une mission. Exceller aux yeux de l'île éternelle procure une joie fugace à Udgar et ses suivants. Donc c'est lui, Udgar, et on a un peu les chevaliers. En tout cas, c'est vraiment sympa, quoi. Et ça montre à quel point les manchères, on peut vraiment inventer n'importe quoi en termes de background. Et ça peut aussi permettre de faire jouer des cours de manchères dans la grande alliance de chaos. Oui, c'est ça. Là, on a un mix mort dans le chaos, quoi. C'est spécifiquement dans ce sens-là. Là où tout était un peu mélangé pour les deux précédents. Donc limite lui, pour l'instant, on va voir un peu les autres. Je dirais que c'est le plus lore friendly, le plus cohérent dans le lore. Puis là, il est vraiment, il est crème, quoi. Donc c'est approuve, doubly approuve. Oups. Enfin bon. Il est très bien celui-là. Alors là, les sylvanettes. On arrive sur les sylvanettes. Esprit du champ perdu. Natif de l'île morbide de Décrépicie, les sylvanesses de la forêt du champ perdu sont devenus sourds au chant spirituel. Ils n'entendent plus que les lamentations des âmes en peine, ce qui les a plongés dans la folie et la cruauté. Accompagnés de brumes glaciales dans leur terre natale, ces parias suivent les morts et les demi-âmes dans l'espoir d'étancher leur propre colère. Alors eux, on les a un peu mentionnés précédemment. Ceux-là, du coup, c'est un peu les sylvanesses de la mort. Typiquement, ils ont été un peu mentionnés dans différents endroits, dans la guerre des âmes. C'est pas un gros spoil, ils sont vraiment... Ils apparaissent dans l'espace d'une ligne ou deux lignes dans le livre, quoi. Mais voilà, ça existe, du coup, des sylvanesses de la mort existent. En plus, Décrépicie, ça se passe dans la région où on fait la campagne de Soulbound, la campagne de JDR AOS. C'est dans cette région, justement.
Donc ça fait plaisir en tout cas de les voir là. Décrépicie pour le contexte. Attendez, je vais montrer la carte. Voilà le coup de montrer la carte. Tac. La map de Giran, du coup le renouveau éternel. Voilà, c'est celle-là. Donc ça, c'est Giran. Et vraiment tout au sud-ouest, on a... attends, je vais virer ma tête. Tout au sud-ouest, on a Décrépicia. Et nous, on joue la campagne en Akia. Et il va bientôt y avoir... on fera des trucs justement liés avec Décrépicia dans la campagne. Et ça, c'est vraiment tout à l'ouest de la région de Giran qu'on connaît. Là, on va avoir... je sais pas si on voit le... On voit pas mon... Ah, si on le voit. Là, par exemple, on a la cité vivante. Là, tac, on a Emerald Gira un peu plus à l'est. On a le Merveille de Grise. On a anciennement le Phénicium, et maintenant le bastion d'Abraxia. Mais voilà, ça se passe là-bas en fait, Décrépicia. C'est pas Akia? Ouais, on fait aussi Akia, mais justement, avec potentiellement le one-shot de la mort. Du coup, parce que j'ai fait un one-shot sur les Idones, il y a un one-shot sur la destruction, et il y a un one-shot sur les morts vivants qui arrivent de JDR. Et justement, ce sera un peu lié à Décrépicia. Mais voilà. Donc déjà, c'est très sympa. Enfin, ils ont complètement été établis depuis quelques temps, en fait, ces Sylvanesses de la mort, un peu. Donc les voir avec les cours de manchère, pour moi, ça va. Les Anthony, pareil. Les collecteurs au cirque, pareil. Les seigneurs Unam, tout me paraît cohérent. Les abyssaux Idonettes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, le fait que leur âme soit ait un problème, vu qu'ils sont attirés en fait un peu par les morts et les demi-âmes. Du coup, les demi-âmes sont un peu considérés comme des presque morts. C'est les Idonettes, par exemple, les Namarti sont considérés comme entre la vie et la mort. Enfin, entre la vie et la non-vie. Vous m'avez compris. Les morts vivants sont déjà entre la vie et la mort. Mais du coup, il y a un espace maintenant entre les vivants et les morts vivants. C'est les Idones. Donc en vrai, celui-là, pareil, j'approuve. Tac. Oups. J'approuve. Un brouillard épais suit les esprits du champ perdu. Il rend difficile à identifier avant qu'il soit trop tard. Les esprits de la forêt du champ perdu sont toujours en mouvement, cherchant désespérément les harmonies ancestrales qui n'entendent plus. Et oui, du coup, ils sont vraiment plus du tout liés au champ spirituel d'Alarielle. Ça aussi, c'est spécial. Oups, qu'est-ce que je fais là? On est bon. Donc ouais, j'approuve celle-là. Elle est sympa. Alors eux, voilà. Eux, j'ai un problème. J'ai un petit souci avec eux. C'est les vivants morts. Ouais, on peut les appeler comme ça. Ah merci Sagramor pour le follow. J'avais pas vu. Non, je crois que j'avais déjà dit. Donc le cadeau de Norgul. Norgul est un dieu généreux qui fait des cadeaux même à ceux qui contestent son génie. Il suffit d'un puits infecté d'un breuveur ou d'un flux importé pour que la corruption s'enracine. Un guerrier approuve d'abord une gêne, mais alors que la bataille approche, la souffrance s'accroît et éprouve d'abord une gêne, pardon. Mais alors que la bataille approche, la souffrance s'accroît et les gloussements résonnent dans les terres. Alors, le pitch, c'est que Norgul fait des cadeaux dans les mêmes endroits où il y a de la maladie. Ok. Les bêtes du chaos, en fait, tout est à peu près cohérent au niveau du chaos, j'ai pas de soucis. La destruction, à la limite, dans le feu de l'action, les Orques voient des trucs verts autour d'eux, combattre avec eux, ils se posent pas de questions, ils pensent que c'est des Snotting. Mais tout ce qui est Horde, je comprends pas. Surtout les Sylvanes. Putain, j'avais pas vu. Ils ont mis des Sylvanesses avec du Norgul. L'insulte. C'est contre nature. Après, même vous allez me dire, il y a eu des Sylvanesses du chaos entre guillemets, mais ils étaient torturés. Enfin, c'était un peu spécial. C'est possible aussi, mais vraiment tout ce qui est ordre, en fait, j'ai rendu à me représenter dans une bataille. Vous êtes dans la bataille,
il y a des Nurglings qui pop, même s'ils se battent avec vous, il y a un truc qui pêche pour moi. Je sais pas, ça fait bizarre. Ça fait un peu bizarre. Les entrailles s'agitent et les bubons suppurent avant que des Nurglings joyeux émergent des morts. Les cadeaux Nurgle peuvent incuber lentement dans le corps de l'hôte et acquérir une conscience maléfique. Dans le feu de la bataille, pourquoi pas? Bon, j'ai envie de dire, c'est un peu ça. Si ça se passe dans le feu de la bataille, il y a des Nurglings qui pop, c'est un peu le boxon et ils se battent pour vous, pourquoi pas? À la limite, en fait, moi, ce que je ferais, personnellement, je ferais une conversion. Au lieu de faire des Nurglings, je mettrais, par exemple des fiels follets, là qu'on voit un peu sur les trucs de Drisha, tous les petits êtres insectes. Les Sylvanais sont pleins de bits comme ça. Je prends plein d'insectes, un peu comme ça, etc. Plein d'insectes, et je les mets sur des bases de Nurglings pour faire un peu des esprits de la forêt qui viennent en aide, tout simplement. Limite, je ferais ça avec les Sylvanais. D'ailleurs, ça me fait penser à... Il y avait une histoire où il y a des Stormcast qui se baladent en fait dans la forêt, et ils tombent en fait sur une guerre entre des Nurglings et justement des fiels follets, des petits esprits sylvestres. Genre, ils sont tout petits, ils font genre 10 cm de haut, et au début les Stormcast ils sont sur le point de les écraser, et puis ensuite ils regardent la bataille, ils trouvent ça un peu bizarre. C'est des mini Nurglings qui se mettent sur la tronche avec des fiels follets. C'est un peu la guerre des minuscules, quoi. Elle est marrante celle-là. Pas réellement une alliance, Nurgle s'impose à des vivants. À ses vivants. Oui! Oui, en somme, oui. Ah, je sais pas, j'ai un peu de mal. Hein. Oui, en somme, c'est pas ces factions qui acceptent cette bande parmi leurs rangs, quoi. Ça se fait de manière forcée. Mais c'est pas... C'est bizarrement amené, quoi. Je comprends le principe, mais ça me fait bizarre. Surtout avec des Sylvanais. Alors là, étant joueur Sylvanais, c'est peut-être pour ça que ça m'affecte plus. J'ai du mal. Donc... Je comprends le délire, mais j'ai un petit souci. À la limite, en reconversion, pour moi, elle passerait mieux pour moi, celle-là. Mais voilà. Gargant pied gauche. Bon, en somme, les gargants, c'était déjà... à partir du moment où vous avez l'infrastructure nécessaire pour produire, fermenter quelque chose, quoi que ce soit, pour faire de l'alcool, et que vous pouvez les produire en quantité suffisante pour un gargant, vous l'avez à vie, le gargant. Il se battra pour toujours pour vous, il n'y a pas de souci. La montée des mégargants a attiré beaucoup de leurs camarades plus petits, mais il y en a toujours qui abusent des fûts de bière, voilà, et se laissent emporter, titubant dans un état d'ébriété hébété. Ces gargants se défoulent d'un côté du champ de bataille et les chefs avisés déplacent leurs troupes hors du chemin. À eux, ils l'ont présenté en mode il y a un gargant qui pète un cap sur le champ de bataille et les généraux, peu importe ce qu'ils c'est, ils essaient d'en tirer avantage. Pourquoi pas. Mais à ce moment-là, en face, ils feraient la même chose. Là, du coup, ça fera partie de votre armée. Mais en somme, comme les Sons of Behemoth, pardon, les gargants, c'est un peu une faction mercenaire, quoi. Un peu comme les Pyrotures. Et les ogres aussi. Donc ça va. Ça passe. Celle-là, elle passe. C'est un classique. On approuve. Nurgle, il cherche peut-être la faction des Sylvanais. Oui, on peut toujours... Comme on l'a dit, AOS est vraiment un setting qui permet beaucoup plus de choses que pouvait le permettre par exemple Battle. Il y avait certains trucs qui étaient juste pas du tout cohérents, que ce soit géographiquement ou que ce soit certaines alliances. Dans AOS, c'est moins le cas. Les royaumes sont tellement vastes que dans certaines circonstances, il peut y avoir pas trop le choix de faire quelque chose, ou ça peut être plus accepté dans certaines régions. Typiquement Agur, les
les factions de l'ordre sont plus en contact avec les factions de la destruction, il y a peut-être plus des dialogues qui peuvent se faire, quoi. Il y a aussi sûrement plus de combats qui se font, mais voilà. Donc oui, on peut toujours justifier. Il y a juste des choses qui sont un peu... qui vont avoir lieu dans des situations bien plus exceptionnelles, quoi. Donc ça va. Aussi, je trouve ça marrant. Galloway de Snerk. Après avoir appris le grand secret du mercenariat de la bouche d'un méga gargant du coin, ça, le fameux grand secret. Maintenant, toutes les factions de destruction, ils apprennent le grand secret. Snerk Muneata a décidé de suivre cette voie. Le succès n'étant pas souvent au rendez-vous, le boss Groth a opté pour la meilleure solution de repli. Réveiller périodiquement un Trogoth, revêche et jouer le rôle d'agent de la bête. Bien sûr, Snerk conserve la part du paiement du Trogoth en dépôt. En somme, c'est un lone boss, un loup boss, qui a eu l'idée d'utiliser un Trogoth et de vendre ses services à différentes factions. En vrai, c'est rigolo. C'est rigolo. Ça va. C'est pas complètement incohérent. C'est possible. Ça me va, cela. Elle passe mieux que les Nurglings pour moi. C'est toujours les bêtes du chaos, j'ai toujours du mal. J'ai toujours un petit peu de mal avec les bêtes du chaos. Fracassos, lame de corne ou... Lame de corne, pareil, tout ce qui est chaos, je vois pas pourquoi il se casserait la tête avec un loup boss et un Trogoth. À part, pourquoi pas une petite bande du chaos qui se dit que ça pourrait être bien d'avoir un gros monstre à leur côté. À la limite, ouais, après tout. Non, celle-là, ça va, ouais. C'est un peu le même... J'approuve pour le même principe qu'on approuve un gargan. En somme, ça se fait. Ah, les héritiers des Gorohan. Ceux-là, c'est limite parmi les plus intéressants. Avec la bande des manchères, ceux-là, ils sont très très sympas. Parce que du coup, c'est des ogroïdes. Donc les bêtes qu'on nomme les ogroïdes étaient jadis les Gorohan, une race de la destruction qui céda au chaos après que les Uruk eurent saccagé leur capitale. Mais tous les clans de Gorohan n'ont pas craché sur Gorkamorka. Certains le sont restés fidèles. Ils apparaissaient parfois pour combattre aux côtés de leurs anciens alliés. Les Kikoupes qui tapent à l'œil, qu'ils offrent, suffisent souvent à dissiper toute suspicion. Donc ouais, les Gorohan. Alors, du coup, les ogroïdes, dans l'âge des mythes, c'était vraiment toute une race qui était dans la destruction, au même titre que les Uruk, que les grottes, que les gargants, etc. Que les ogres. C'était vraiment une faction qui vénérait Gorkamorka. Sauf qu'une partie de cette race a commencé à vouloir construire des choses. Construire des bâtiments, construire des objets. Ils se sont sentis une âme d'artisans. Et ils ont aussi commencé à créer un empire. Sauf que quand vous vivez au milieu de la destruction, il y a un peu conflit d'intérêts. En gros, à chaque fois qu'ils construisaient un truc, il y avait un Uruk enragé ou un gargan qui venait bousiller leur truc, parce qu'ils vivaient avec eux, quoi. Ou alors, c'est un peu genre l'équivalent de... oui, nous, on aime bien construire des choses... avec bien symétrique, bien géométrique, et il y a le reste de la destruction qui arrivait en mode nerd et ils cassaient leur château de sable. Alors il y a une partie des Gorohan qui en ont eu plein le cul et ils ont déclaré en fait une guerre ouverte aux factions de la destruction et du coup à Gorkamorka. Ils en avaient marre, ils ont fait session un peu quoi. Et ils se sont fait massacrer, quasiment tous. Et ceux qui ont survécu se sont voués aux puissances de la ruine pour pouvoir gagner de la force et survivre en fait. Gagner des bénédictions, etc. Et pour Gorkamorka et les factions de la destruction, ça les a dégoûtés. Genre c'est des faibles qui sont allés chercher de la force ailleurs, qui se sont soumis à d'autres dieux. Et pour ça, du coup, ils ont vraiment été reniés par les factions de la destruction. Mais du coup, ce régiment de renom et part du fait en fait qu'une partie des ogroïdes n'ont pas suivi, n'ont pas fait partie de ceux qui voulaient créer quelque chose, créer une civilisation, et du coup ils seraient restés de la destruction. Pour moi ça, très cohérent,
Ça développe en plus les ogroïdes, c'est très intéressant. Ça me fait penser qu'en fait, si les factions de destruction, si les ogroïdes ne s'étaient pas fait exterminer par la destruction, quasi exterminée en tout cas, ça aurait pu être une faction de l'ordre en fait. C'est ça qui est fou. Ça a failli être une faction, c'est une faction de destruction qui a failli qui a failli devenir une faction de l'ordre parce qu'ils voulaient construire des choses et qui au final s'est tellement fait bully par la destruction qu'ils sont devenus une faction du chaos. Et il manque plus que des ogroïdes morts-vivants, on a fait tout hein. Ah mais tu vois que j'avais raison avec Baphomael, Elrith. Baphomael. Oh. C'est intéressant le niveau lore que ce soit les fils de Behemoth qui ont apporté cette culture du mercenariat chez les orques et les grottes. Ouais, en vrai, c'est intéressant. Sympa. Ce petit côté où ils ont appris le secret incroyable de tu peux du coup faire des choses pour les fourmis et elles te donnent des trucs en échange. C'est fou ça. Pas de Dordain, une bonne chose. Pas de Dordain, c'était pour les... Pas de Dordain. Ah, j'ai dû louper celle-là. Monogroïde dans Soulborn. Monogroïde. T'avais pas fait un Fomoroïde pas Fomoroïde, les Fimir. C'est un autre perso dont tu parles. Mais voilà, ouais. Donc, c'est des ogroïdes qui sont jouables avec les factions de destruction. Et pour moi, c'est cohérent. Les Goran étaient récupérés pour leur talent de forgerons et même les Orques reconnaissant leur aptitude générale à tuer. Les chamans Goran qui suivent les anciennes traditions canalisent les rugissements ardents et assourdissants de Gorkamorka dans leur magie. Donc ouais, c'est vraiment des ogroïdes de la destru. Ça c'est sympa. En vrai, c'est très sympa. Donc fortement approuve. Franchement, avec celle-là, fortement approuve. Celle-là et les écuées de l'élu éternel, c'est parmi les meilleurs, je trouve. Le reste c'est possible, c'est cohérent. J'aime bien aussi la référence au Sylvanès de la mort. Donc ouais. Très intéressant en tout cas ces régions. J'espère qu'on en aura d'autres. Enfin, on en aura d'autres à mon avis. Mais ça fait un peu réfléchir à justement les relations entre les différentes factions. Donc c'est vraiment sympa ça. Sympa comme sous-faction à jouer ça. Ouais. Il y a aussi beaucoup de potentiel pour... Ouais, celle-ci a le plus gros potentiel en termes de conversion. Toutes ces factions-là, vous pouvez faire une conversion avec ces figurines pour faire comme s'ils avaient volé la technologie des Caradons, quoi. Enfin voilà pour ce que j'avais à dire sur le lore des régiments de renom. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.